Merci Kevin d'avoir accepté mon invitation. Merci de me recevoir. Aujourd'hui, on va parler un peu de toi, de ce que tu penses, de ta manière de réfléchir ou même d'aborder la vie de tous les jours et l'environnement qui t'entoure. Il y a un surnom qui te suit un peu. C'est Monsieur Polémique un peu. T'aimes bien les clashs non, sur les réseaux, ou en tout cas débusquer les menteurs. Non, je cherche pas forcément à créer la polémique. Maintenant, c'est vrai que parfois, je vais à contre-courant et j'ai pas peur d'aller à l'encontre du status quo, si on veut. Et j'ai pas peur d'exprimer mon opinion. Et c'est vrai que parfois, ça fâche certains parce que surtout les entités qui sont en place ou quand quelqu'un vient remettre en question ce que tu crois être vrai, eh bien, il y en a qui le prennent personnellement. Et au final, tout ce que je fais, c'est par amour. C'est jamais pour créer la polémique en soi, mais ça arrive parfois. Ça, c'est un truc que moi, personnellement, j'adore. Parce que il y a beaucoup de choses qu'on pense savoir qui restent bloquées dans nos têtes et même des idées qui nous ont suivis parce qu'on a été éduqués comme ça et puis endoctrinés comme ça et on pense savoir. Et on a remarqué sur plein d'environnements différents que si on avance, les choses évoluent tout le temps. Et même le savoir qui était acquis, faut le remettre en question et réfléchir là-dessus. Et ça, c'est une philosophie que j'aime trop et je trouvais ça intéressant. Récemment, j'ai pu voir, tu avais fait une vidéo sur les entraînements du Real de Madrid et ça a fait parler de ouf. J'ai vu tous les commentaires. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait? Il y a eu plein de gens qui t'ont attaqué. Il y a plein de gens qui m'ont attaqué, mais comme d'hab, pourtant ça fait longtemps que je parle de ce sujet-là. Tu vois, je parlais des surfaces instables dans l'entraînement, dans la préparation physique de manière générale, qui est très utilisée et que je remets en question depuis des années. Et c'est vrai que tu vois, moi j'ai commencé à remettre ça en question il y a très très longtemps, il y a genre 5 ans. Et là, je vois que ces 2 dernières années, eh bien, il y a des gens qui commencent à rejoindre mon discours, des gens qui sont revenus sur ce qu'ils pensaient être vrai et ils disent en fait, tu vois, je te critiquais parce que t'es venu chambouler mon monde, ma vérité, mais aujourd'hui, je me rends compte que t'avais raison. Et je sens que petit à petit, ça va évoluer. Et c'est vrai que quand t'as un gars comme moi qui sort de nulle part, qui vient critiquer, entre guillemets, l'une des plus grandes instances du foot, les gens se disent, ouais, mais c'est qui ce gars? Pour qui tu te prends? Et moi, j'ai une philosophie qui est un peu différente, c'est que, tu vois, je vais pas simplement croire une personne parce qu'elle a un certain statut, tu vois. Et ça, je pense que c'est une grosse erreur qu'on fait et on nous a pas appris justement à remettre en question ce que ces grandes entités disent, tu vois. Et peu importe, moi, je m'en fous de ton statut en vrai, tu vois. C'est pas important pour moi. Et ton statut n'est pas représentatif de la vérité. La vérité, au final, c'est très abstrait comme terme. Ce qui compte, c'est ta vérité à toi. Comment toi, tu vas interpréter les choses d'après ta compréhension. Et malheureusement, on a tendance à répéter ce qui nous a été enseigné, comme tu l'as si bien dit, sans vraiment même réfléchir. Et dans le monde de la préparation physique, qui est mon monde à moi, bien entendu, c'est ce qui se fait constamment. Et là, avec cette vidéo, j'arrive et je viens chambouler tout un monde et les gens ils me disent « T'es un ouf, pourquoi tu parles du Real Madrid? Pourquoi tu parles de ces entraînements-là? Pourtant, ils gagnent. » Mais là encore, les gens sont pas assez critiques parce que est-ce qu'ils gagnent parce qu'ils font ce genre d'entraînement? Ça, c'est la question que tu vas te poser. Ouais, ça fait polémique un peu sur... Ouais, moi, j'ai suivi un peu, j'ai bien kiffé, j'avoue. J'aime bien, mais je trouve ça hyper intéressant parce que, en fait, dans ta manière de bousculer les vérités établies, que ce soit par la société ou les grandes instances, comme tu dis, j'adore ce côté, tu te remets en question, tu remets en question aussi ce qu'on pense savoir. Et en fait, ça rejoint beaucoup un livre que j'ai lu, que j'aime beaucoup, qui est le 5e accord Toltec de Don Miguel Ruiz. C'est celui qui a écrit aussi les 4 accords Toltec. Et en fait, je me demandais si derrière ça, c'est juste une philosophie que tu as eue avec le temps, donc l'expérience, ou si c'est un côté un peu spirituel de se dire, est-ce que tout est réellement comme ça? Ou il faut apprendre par nous-mêmes, voir ce qui est juste, ce qui est faux. Enfin, creuser en fait. Et pas juste s'arrêter à « Ah, on t'a dit que c'est comme ça, donc c'est comme ça. » Tu vois. Je pense que ça a toujours été ma personne. C'est pas que j'ai pas été éduqué de cette façon-là. Au contraire, je pense. Parce que j'ai été, voilà, enfant, parents d'immigrés, on arrive ici, on nous dit hey, la maîtresse dit un truc, c'est la vérité, tu vois. Si cette instance dit un truc, c'est que c'est la vérité. Et du coup, moi, j'ai toujours en fait remis en question toutes les autorités. Ça a toujours fait partie de ma personnalité. J'ai jamais été d'accord avec le fait qu'on m'impose
une vérité. Ouais. J'ai toujours voulu chercher à comprendre pourquoi. Je suis toujours un peu le gars chiant qui va dire, ouais, mais pourquoi? Ou je suis toujours même l'avocat du diable lors de certaines conversations, lors de certains débats, parce que je cherche à comprendre fondamentalement les choses au lieu de les comprendre en surface. C'est une phrase que j'utilise souvent dans mon industrie. Après, c'est vrai que mon esprit critique s'est beaucoup développé au fil des années parce que j'ai vu que c'était quelque chose que je devais alimenter. Donc, comment j'ai fait? Ben, j'ai commencé à rechercher également des gens qui avaient cet état d'esprit. Et mon auteur préféré, qui est Nassim Taleb, et lui aussi, il a écrit des livres qui m'ont beaucoup influencé, dont le livre qui s'appelle Black Swan, en anglais Le Cygne Noir. Et c'est un livre que j'enseigne, enfin que je recommande à toutes les personnes qui font mes formations également, parce que ça te permet vraiment de développer ton esprit critique. Et en gros, la théorie derrière, en très simple, c'est que il suffit d'un signe noir pour prouver que tous les signes ne sont pas blancs. Ah, c'est pas mal. Ouais, ok, je connaissais pas. En fait, c'est très conceptuel tout ça. Ouais. Mais quand tu comprends ça, tu peux l'appliquer dans tous les domaines. L'image, elle est forte. L'image, elle est très forte Ouais. du Black Swan, tu vois. Et ça, c'est super important. Et il y a un autre livre également qui s'appelle Thinking Fast and Slow en anglais, qui, je crois en français, on l'appelle le Système 1 et Système 2, de Daniel Kahneman, c'est un de mes livres préférés également, qui parle de tous les biais cognitifs. Donc, quand t'es conscient des différents biais cognitifs que tu peux avoir, tu commences à voir le monde aussi différemment, tu vois. Donc, ce sont deux livres qui m'ont vraiment influencé et qui m'ont permis de développer encore plus mon esprit critique que j'ai toujours eu au fond de moi, au final. Je trouve ça vraiment très fort, mais même en termes de personnalité, parce que si tu arrives à remettre les choses en question, tu peux te remettre en question. À fond. Et là, c'est le début de l'évolution. Ouais. Donc, tu peux que aller de l'avant, tu vois. Et Clairement. quand tu restes fermé sur des avis ou sur des choses que tu penses savoir et que tu veux jamais remettre en question quoi que ce soit, en fait, tu deviens con. C'est Simplement. ça. Il n'y a plus d'évolution. Donc, t'es bloqué. T'es bloqué. C'est vrai, d'où le dicton, il y a que les cons qui changent pas d'avis. Et c'est exactement ça. Il y a un jour, une personne a dit, on est des enfants d'immigrés, nos parents sont venus ici pour nous donner des opportunités, et être excellent dans ce qu'on fait, c'est le strict minimum. Ça t'inspire quoi? C'est moi. C'est moi. Non, je pense que c'est une vérité que je me répète tous les jours. Parce que, bien entendu, en tant qu'enfant d'immigré, j'ai vu, moi j'ai grandi principalement avec ma mère, une maman seule, qui a élevé 2 enfants et qui a aidé d'autres enfants, tu vois, mon demi-frère également, enfin bref, elle a pris soin de beaucoup de personnes et elle a énormément galéré dans sa vie, elle a travaillé très 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 dur, encore à ce jour elle travaille très dur et elle a fait ça pour ses enfants. Je l'ai vu littéralement se sacrifier, donner de son temps, de sa santé, de son énergie pour que nous on ait une vie meilleure, tu vois. Ça marque. Hein. Et ça marque. Et je comprends pas que aujourd'hui à ce stade il y ait des gens qui sont dans mes baskets et qui essaient pas de rendre, tu vois, cet investissement au final que tes parents ont fait en toi. Moi aujourd'hui je me vois comme un investissement. Dans toutes les relations que j'ai, je me vois comme un investissement. Que ce soit avec ma femme, je vais être le meilleur copain, peut-être mari plus tard, on verra. Mais avec mes potes, c'est ça, je vais être le meilleur pote. Envers ma mère, je vais être le meilleur fils. Parce que je sais qu'elle a fait un investissement en moi et je sais à quel point c'était dur pour elle. Tu vois, même aujourd'hui, moi, en ayant traversé pas mal de trucs difficiles, c'est rien comparé à ce qu'eux, ils ont vécu, tu vois. Ouais. Ils ont vécu des moments difficiles, ils ont vécu de la discrimination. C'est pas le même monde qu'on vit, tu vois. Et je pense que c'est le taf de chaque génération de faire en sorte que la prochaine ait une meilleure vie. Et moi, en tout cas, c'est ma vision des choses, je dois faire en sorte d'être excellent pour déjà rendre hommage au travail que ma mère a fourni et pour que ma prochaine génération soit encore meilleure que la mienne, tu vois. Incroyable. Moi, ce que je vois dans ce que tu dis là, c'est qu'il y a 3 grands pôles. Et je ressens déjà de un l'empathie. C'est qu'il y a une forme d'empathie où tu te mets à la place des gens et donc tu sens un peu le sacrifice, la douleur. Il y a aussi la justice, c'est de rendre ce qu'on m'a donné. Et du coup, je vais essayer d'être aussi bon qu'ils ont pu être pour moi, voire meilleur. Et beaucoup d'amour, de nouveau. Donc comme tu dis, tu fais les choses par amour et là, ça se ressent encore. Donc, waouh, chapeau. Merci. C'est intéressant ce que tu dis, si tu me permets de rebondir, c'est que j'ai fait des tests de psychologie et c'est pour ça que j'ai rigolé quand tu as parlé de justice, parce que j'ai été diagnostiqué, si tu veux, par les psys avec qui j'ai pu essayer de faire ces tests, parce que c'est un truc qui m'a toujours intéressé, la psychologie de l'être humain. Donc, bien entendu, on doit s'étudier soi-même avant de vouloir étudier les autres. Et le facteur justice
c'est vraiment un truc qui est important pour moi. Dans tout ce que je fais, je le dis toujours, je cherche à être juste, tu vois. Je cherche pas à avoir raison, je m'en fous d'avoir raison, avoir tort, je cherche à être juste. Et ça, encore une fois, si on revient au relationnel, c'est un truc qui est très important pour moi. C'est-à-dire que même si toi, tu vas me faire un truc faux, et que peut-être je serais tenté de te le rendre, je vais essayer de faire le truc le plus juste possible. Bon, ça veut pas dire que si tu viens faire le con, je t'en mets pas une, mais voilà, on s'est compris. Mais c'est très important et j'apprécie que tu aies eu cette conclusion parce que je pense vraiment que c'est ça. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de justice. C'est mon caractère si je devais me décrire. Ah, purée, c'est fort. Et je connais un peu ça aussi parce que je sais que, pas au-delà de la psychologie, ce qui est lié, hein, c'était plus. J'avais lu un livre qui était Les 5 blessures de l'âme, mais c'était pour m'élever un peu parce que émotionnellement, j'étais bloqué et je faisais pas mal d'erreurs. Et je sais que j'ai, on va dire, 2 grandes blessures qui est l'abandon et l'injustice. Et donc, quand on parle de justice, de rendre, d'être presque inflexible avec ses amis ou avec les gens qui nous partagent notre vie, je me reconnais. Tu vois. Donc, mais j'ai senti ça et j'ai trouvé ça fort parce que tu essaies de rendre ça bienveillant et c'est pas donné à tout le monde. Parce que c'est souvent plutôt négatif quand on est dans ce sentiment de justice. Ouais. On se dit, on est plutôt dans la reproche en mode « Ah, toi, t'as pas fait ça pour moi. Ah, toi, moi, j'ai fait ça pour toi, toi, t'as rien fait. » Donc c'est injuste, tu vois. Et toi, t'es plus dans ce côté bienveillant. Je trouve ça incroyable parce que c'est pas donné à tout le monde, tu vois, de se dire « Ok, toi, t'as fait ça, mais je vais essayer d'être plus juste. » Tu vois. Bah, en tout cas, j'aspire à faire ça. Ouais, en tout cas, bravo. C'est vraiment pas facile, c'est un exercice compliqué et il faut avoir beaucoup d'humilité et se remettre en question. Donc ça va avec tout le reste, quoi. Ouais. Je voulais aussi venir sur un truc que je t'ai entendu plusieurs fois parler, que ce soit en vidéo ou en privé. Et tu parles souvent de la différence entre les États-Unis et la Suisse au niveau de l'ouverture d'esprit. Ouais. Et d'après toi, pourquoi on reste aussi bloqué, surtout à Genève, ou peut-être aussi en francophonie, mais à Genève, c'est vrai qu'on a ce côté un peu très nombriliste, très fermé, et tu penses que ça vient d'où, ça? C'est difficile à dire, en tout cas, je pense pas que ça soit genevois, je pense que c'est francophone, je pense que c'est culturel, c'est quelque chose que je retrouve dans toute la francophonie. Après, moi, je parle des États-Unis parce que je vivais là-bas, donc bien entendu, je n'ai pas de comparaison, mais c'est quelque chose que j'ai retrouvé également dans tous les pays anglo-saxons. Donc, je pense vraiment que c'est quelque chose de culturel. Là-bas, ils sont tout simplement plus ouverts d'esprit. Ils saisissent les opportunités différemment aussi. Donc, je pense que c'est simplement culturel et moi, ça me correspond plus parce que j'ai, je pense, cette ouverture d'esprit. Pas surtout, bien entendu. Hein, l'ouverture d'esprit, c'est relatif au sujet, j'imagine. Mais de manière générale, je pense que c'est un truc qui est important parce que ça peut faire avancer tout le monde, tu vois, d'être au sein d'une équipe, au sein d'un groupe d'amis, peu importe, cette ouverture d'esprit dans n'importe quelle relation, au final, ça t'apporte énormément. Et voilà, on a encore du taf à faire dans la francophonie, tu vois. C'est malheureux, mais ça va prendre le temps, ça va prendre du temps et peut-être que ça va jamais changer, en fait. Ça, c'est vrai, c'est le risque. D'ailleurs, ça m'amène à une deuxième question, c'est est-ce que tu penses qu'il y aurait une solution, alors c'est un grand mot la solution, mais ou en tout cas une astuce ou quelque chose qu'on pourrait mettre en œuvre pour essayer de s'ouvrir plus aux autres? Après, tu parles d'ouverture d'esprit dans tous les domaines. C'est accepter de s'ouvrir aux autres. Ouais. Et de nouveau, on revient un peu, on tourne un peu en rond, mais c'est de nouveau sur quand tu es ouvert d'esprit, tu acceptes que les gens rentrent dans ton monde et que toi tu rentres dans leur monde, donc tu es dans une espèce d'acceptation et tu essaies de comprendre les choses, de nouveau de remise en question. Et ça, j'ai l'impression que parfois c'est bloqué, et même si on parle un peu plus par rapport aux créateurs de contenu ou les gens qui sont sur les réseaux, moi à Genève, ce que je vois souvent, c'est un manque de soutien de la part des gens qui sont au plus proche de nous. On parlait encore hier, j'ai eu Géo qui était ici en tant qu'invité, c'est que pour être validé à Genève, il faut que tu sois validé ailleurs. Pourquoi, tu vois? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qui ferait que, tu vois? Est-ce que ce genre d'émission, est-ce que le fait d'échanger, de faire des feats dans le domaine dans lequel on travaille pour essayer de changer les mentalités, est-ce que nous, on a ce pouvoir-là? Franchement, je pense pas avoir la prétention de dire qu'on peut changer quelque chose qui est installé depuis des années, comme je l'ai dit. Je pense que c'est culturel.
je pense que dans la francophonie, on a beaucoup plus de négativité. Il y a toujours un nuage gris, tu vois. Et je pense que, franchement, en tout cas, moi, je le vis très mal ici. Je le vis très mal. Je donne un exemple très bête, hein, mais ça va te paraître con ce que je vais dire, mais c'est réel, tu vois. Quand j'étais jeune, avec plein de potes du quartier, moi j'ai grandi dans le quartier des Paquis à Genève, avant de partir aux États-Unis à 19 ans. Et je me rappelle, j'étais un peu le playboy, les filles, etc. Et je me rappelle qu'il y avait certains gars du quartier qui me disaient « Hey, quand on va avoir des meufs, on ne dit pas à Kevin, tu vois, ou vous ne disiez pas à l'autre gars, tu vois. » Je disais un truc con comme ça, les gens ils vont dire « Ouais, non, c'est prétentieux, mais c'est une anecdote bête qui en dit long sur plein d'aspects, en fait. » Et quand je suis parti aux États-Unis, ben, les gars là-bas, ils avaient une vision différente. Ils disaient « Ah non, toi tu plais aux meufs, bah, tu vas ramener des meufs, on va avec des meufs. » Tu vois, non, hey, Kev, il faut que tu viennes, tu vois. Et autant pour l'aspect business, c'est pareil aujourd'hui, ce que je retrouve. C'est que tout le monde veut shine, tout le monde veut briller, tu vois. Alors que, il y a des gars, là, en tout cas là-bas, je me suis retrouvé dans une situation où les gens disaient « Ah, toi, t'es bon à ça? Ok, moi, je suis bon à ça. Viens, on team up. Viens, on fait un truc parce qu'ensemble, on peut aller plus loin. » Et ce que je retrouve plus dans la francophonie, c'est « Ah, ok, toi, t'es devant la scène, c'est toi qui es à l'image. Ben, moi aussi, je vais être devant la scène, tu vois. Moi aussi, je vais être devant la caméra. » Et au final, personne n'avance. Il y en a un éventuellement qui va avancer. Parce que la team n'est pas d'accord d'accepter son rôle, tu vois. Il y en a un, c'est ok d'être dans le background. Ça fait pas de toi quelqu'un de moins important. C'est juste que, hey, chacun a son rôle, tu vois. C'est comme une équipe de foot. Il y a des défenseurs, il y a des attaquants. T'imagines si les défenseurs se disent, oh, moi je vais être attaquant. Il n'y a pas de team, ça fonctionne pas, tu vois. Mais je pense que ça revient à cette idée d'ouverture d'esprit et de se dire, ok, hey, je suis pas dans le jugement, je suis pas dans la négativité. Je t'apprécie comme tu es, je te prends tel que tu es, je te prends avec tes forces, avec tes faiblesses, viens on essaie de combler tes faiblesses avec mes forces, etc., 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 tu vois. Et ça, c'est un thème que j'ai beaucoup retrouvé aux États-Unis et que je compare beaucoup avec la francophonie. Tu vois. Ouais, je trouve ça... T'as dit tellement de choses vraies qui sont... C'est vrai, je sais qu'il y en a qui vont écouter ça et vont se dire, ah, en fait, c'est trop vrai. C'est clairement vrai parce que c'est vrai qu'on a ce truc de... Tu sais, c'est comme si t'as une part de gâteau et tu vois, tu peux pas le diviser. Ouais. Tu peux pas le partager. Donc, ah non, parce que si lui vient, moi, j'aurais pas ma part, tu vois. Ça. Et au lieu d'essayer d'être plus fort ou de simplement se dire, ah, toi, t'as ces points forts-là, moi, j'ai ceux-là, on les mélange et on devient encore plus balèze, c'est... Ah non, tu vas me faire de l'ombre. Ah non, là, ça pose problème, ça. Ah, tu vois, surtout, moi j'ai connu ça surtout quand il y a des histoires d'argent. Ouais. C'est en mode, ah, il y a de l'argent là à se faire. Je vais me débrouiller tout seul. Quitte à faire mal le job, c'est moi qui touche l'argent. Mais c'est grave, parce qu'en fait, ce qu'ils comprennent pas, c'est qu'on gagnerait tous plus. On aurait tous des plus grandes parts de gâteau. Tu vois. Et ça, c'est malheureux, malheureusement. Je vais rebondir sur un truc que tu as dit avant, que tu as grandi au Paquis. Et justement, si on remonte un peu dans le passé lointain, donc tu étais à l'enfant de Paquis, et bah tu as passé par plusieurs étapes de ta vie, mais aussi des activités. Notamment, tu as pu faire du rap, aux côtés de noms comme Makala ou Scornovi, sans citer les autres. Et après, comme tu as dit, tu es aussi parti aux États-Unis pour être modèle, il me semble, pour Calvin Klein, si je me trompe pas. J'ai fait modèle, ouais. Pour New York, et ensuite tu es revenu, et là tu t'es... Alors, tu as déjà étudié, il me semble, le sport là-bas, et après, tu as vraiment continué ton développement ici. Qu'est-ce qui fait que, au final, c'est ça ta voie, le sport? Qu'est-ce qui fait que, à ce moment-là, tu te dis, c'est ça que je dois faire? Ok, en fait, le sport, la timeline, elle est un peu... tout s'est passé en même temps, si tu veux. C'est-à-dire que je suis pas parti aux États-Unis pour faire modèle, je suis parti aux États-Unis, et là-bas, j'ai commencé mes études dans le sport. Et j'avais plein de taf en fait. Je faisais barman, j'entraînais, je commençais ma carrière en tant que coach, et je faisais modèle aussi à côté parce que en fait je voulais pas faire ça. Moi là-bas j'étais combattant. Moi j'ai toujours fait du sport. J'ai toujours fait du sport en tant que compétiteur, et à ce stade-là j'étais combattant. Mais combattant tu gagnes rien, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc y a plein de gens dans la rue qui m'arrêtaient, qui disaient tu veux faire un modèle à New York, t'es modèle. Et moi je disais non, je suis pas modèle, j'ai jamais fait un photoshoot, tu vois. D'ailleurs, pour la petite anecdote, mon premier photoshoot, je savais pas comment me mettre, je fais des signes des signes comme ça parce que j'y connaissais rien, tu vois. Mais bref, c'était simplement un gig pour faire de l'argent avec tout ce que je faisais à côté. Et t'as parlé du rap en fait parce que
c'est un thème qui est très important, en fait. Pour moi, le hip-hop et le sport sont vraiment les deux lignes directrices de ma vie. Et tu vois, à la base, moi, j'ai voulu partir... j'ai toujours été dans le sport, comme je l'ai dit. C'est ma passion numéro 1, le sport. Le hip-hop, j'ai toujours kiffé. Après, bien entendu, ben, on est... Comme tous les jeunes de quartier, on a essayé de faire du rap ou d'être dans la musique, tu vois. D'autres ont fait du graphe, d'autres de la danse, etc. Nous, en l'occurrence, c'était le rap. Et en fait, je suis parti, moi, de New York. J'ai toujours voulu partir là-bas à cause du hip-hop. Parce que c'était le berceau du hip-hop, tu vois. Et en fait, c'est ce qui m'a amené là-bas. Et là-bas, ben, j'ai eu le monde du hip-hop avec mon monde du sport. Et en fait, j'avais la bonne combinaison, tu vois. J'avais tout ensemble. J'étais là où je me sentais bien. J'étais bien accueilli, j'étais à la maison, si tu veux. Et après, j'ai voulu pousser le monde du sport parce que le rap, c'était vraiment un truc de jeune sur le côté, etc. Mais aujourd'hui, je peux dire avec conviction que tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est grâce au hip-hop et au sport. Tu vois, si j'avais pas eu le hip-hop, je serais peut-être jamais parti à New York. J'aurais pas appris l'anglais, j'aurais pas pu étudier ce que j'ai étudié. J'aurais pas pu partager ce que je partage aujourd'hui, tu vois. Aujourd'hui, c'est moi qui donne même des formations. J'aurais pas pu avoir la clientèle que j'ai aujourd'hui, tu vois. Si tu remontes un peu toutes les étapes, tu dis en fait, ah, ça a commencé là. Aujourd'hui, j'arrive à accomplir certaines choses parce que le rap que nous, on écoutait même à l'époque, ah oui, c'était du rap. Moi, j'étais beaucoup influencé par le gangsta rap, etc. Puis beaucoup aussi, j'ai beaucoup aimé, à mon époque, c'était les Nas, tu vois, les Jay-Z aussi que j'adorais. Et puis, même quand j'écoute aujourd'hui le rap que j'aime bien, c'était du rap de hustler. Moi, j'ai toujours... Fallait faire de l'argent. Moi, c'était de la maille, c'était ça. Il fallait du hustler, tu vois. C'était Jay-Z qui disait, tu vois, I can sell water to a whale. Je peux vendre de l'eau à une baleine, tu vois ce que je veux dire. C'était ça. I can sell fire in hell. Je peux vendre du feu en enfer, tu vois. Et moi, j'ai toujours eu cette mentalité-là. Ouais. Et cette mentalité-là de hustler que j'ai eu grâce au hip-hop, je l'ai mis dans mon sport. Ouais. Et dans mon sport, je suis devenu très bon à ça. Je suis devenu très bon à la vente. Je suis devenu très bon à acquérir des clients. Je suis devenu très bon à développer mon business au final, tu vois. Mais tout ça, c'est grâce au hip-hop. Comme quoi, hein. Donc, on va toujours garder cette touche hip-hop. Je vais jamais m'en débarrasser. La façon dont je parle, la façon dont je vais m'introduire, ça va toujours être hip-hop. Toujours. Je vais jamais m'en débarrasser. Hyper intéressant. Parce que, moi aussi, à une certaine époque, j'en ai fait, mais parce que je pense qu'il y avait une grosse vague quand c'est arrivé à Genève. Moi, je te parle de ça, c'était 2007, 2008, je crois. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai connu Scornovi, parce qu'on se connaissait sur les réseaux. Et c'est vrai que, mine de rien, ça forge un mental. À fond. Déjà, même pour... Alors, pas toujours dans le bon sens, malheureusement. Après, c'est à toi d'en faire une arme et que ce soit une bonne arme bien utilisée pour que tu puisses progresser dans la vie. Et ce que tu as réussi à faire avec brio, donc c'est génial. Merci. Intéressant, je savais pas que tu étais parti là-bas pour ça. Je pensais que c'était vraiment pour le mannequinat et les études. Non, jamais. Okay. C'est un truc de fou. C'est vraiment pas mon truc, le mannequinat. Comme quoi, il y a plein d'opportunités là-bas que... Enfin, ici, ça t'arrive pas, quoi. Les gens qui t'arrêtent déjà dans la rue. Ouais, c'est un autre monde là-bas. Est-ce qu'il y a quelque chose à Genève que t'aimes pas? Vraiment, si on te dit Genève... Genève, ça j'aime pas, tu vois. Ouais, il y a plein de trucs que j'aime et il y a plein de trucs que j'aime pas. Tu parles des gens, de la mentalité peut-être? Globalement. Genre, si ça peut être une infrastructure. Les impôts, ça compte? Ah ouais, ça compte, t'inquiète, ça compte. Un truc que j'aime pas avec la mentalité genevoise, je pense que c'est suisse et c'est dû au confort qu'on a aussi. C'est que je trouve qu'on est trop dans le strict minimum, tu vois. Et dans notre façon d'opérer, les gens, quand ils travaillent également, tu vois, je trouve que c'est toujours le strict minimum. Et c'est parce que on est un peu dans une prison dorée, tu vois. C'est que tu sais que au pire des cas, ça va pas être très très grave, tu vois. Et je pense que moi, un des meilleurs trucs qui me sont arrivés, c'est ça, c'est d'être parti dans une ville où j'ai rien, j'ai pas d'argent, tu vois, je vis dans le hood vraiment, et j'ai pas de plan B, et je sais qu'il y a personne qui va m'assister, tu vois. J'ai pas de famille qui a de l'argent, qui va m'aider, il y a pas de gouvernement qui va m'aider à ce moment-là. Et c'est ça, en fait, c'est soit tu hustles, soit tu manges pas. Et en fait, si tu appliques cette mentalité ici à Genève, avec le confort qu'on a, tu fais des trucs de ouf. Parce qu'il y a beaucoup d'opportunités, mais malheureusement, on a été conditionné, et ça, c'est dû à ce confort, je pense, tu vois, à se dire, t'as pas besoin de travailler dur. T'as pas besoin de travailler dur ici. Et ça, c'est un truc qui me gêne, de voir les gens se contenter du minimum.
dans leur manière d'effectuer ce qu'ils, peu importe le domaine. Et ça, c'est vraiment un truc qui m'insupporte. Il n'y a pas assez d'hustlers, en fait, ici. Mais c'est tellement... En plus, je pensais à ça l'autre jour. J'étais en train de me dire pareil, c'est que... En fait, en Suisse, on est quand même bien. Justement, Trop bien. cette prison dorée, c'est que en cas de pépin où vraiment t'es dans la merde, tu sais que t'auras un soutien même du gouvernement. Donc, quelque part, c'est génial pour plein de gens parce que malheureusement, il y en a qui n'ont pas la mentalité et ça peut foutre en l'air des gens. Clairement. Mais pour des gens comme toi, qui se retrouvent dos au mur en mode, c'est soit je réussis là maintenant, soit on m'enterre. Et c'est maintenant que tout se joue, et là je vais donner un maximum, je vais tout faire, et bah tu deviens le meilleur dans ta catégorie, et tu essaies vraiment d'avancer là-dedans. Et je trouve ça incroyable dans le sens où ça fait de nous des hommes, mais tellement meilleurs que ce qu'on aurait pu être si on avait... Bah, on dit souvent, les riches ne connaissent pas la valeur de l'argent, parce qu'ils sont nés là-dedans. Tu vois. Mais ceux qui ont rien, et qui commencent à avoir une fortune, le moindre centime, on sait où est-ce qu'on va le mettre et pourquoi. Ouais. Et c'est vrai, tout est une question de vécu, Clairement. de conditionnement, d'évolution. Donc, je te suis à fond sur ça. Et c'est un truc qu'il faut s'imposer aussi. Ouais. Tu vois, parce que tu sais que tout le monde le sait, fondamentalement, que toutes les bonnes choses se trouvent hors de ta zone de confort. Et moi, ça m'arrive aujourd'hui d'être dans une position où je suis confortable. Et à chaque fois que je suis confortable, je dis, oh non, il faut que je change un truc. C'est carrément il faut que je me mette dans une zone d'inconfort. Parce que je sais que c'est ce qui va me permettre d'exécuter ou d'optimiser mon potentiel max. Tu vois? Le confort, c'est... C'est le mental de guerrier, ça. Mais t'es obligé, en fait. Il faut en être conscient pour pouvoir l'utiliser en ton avantage. Et c'est ça le truc. Et je pense que si tout le monde se le dit et se dit, OK, là, je dois me mettre dans une position inconfortable qui va m'obliger à faire le truc que je dois faire. Tu vois, Elon Musk, il le dit, en gros, si t'as un projet, si tu dis, j'ai 6 mois pour le faire, ça va prendre 6 mois. Mais si tu dis, j'ai 7 jours pour le faire, tu vas le faire en 7 jours. Ah ouais. Et ça, tout le monde le sait. Tu vois? Après, c'est toi qui choisis dans quelle position tu veux te mettre. On va maintenant essayer de prendre la question à revers et se dire, qu'est-ce que t'aimes bien à Genève? J'aime bien la sécurité à Genève. Tu vois, j'ai un enfant aujourd'hui. On a pensé avec ma compagne à partir. Ma compagne, elle n'est pas d'ici. On s'est rencontrés à New York. Donc, elle est venue ici. Et c'est vrai qu'on y pense. On se dit, on repart là-bas. Tu vois, moi, j'adore, tu vois. Mais j'ai un enfant. Je sais que le système ici de santé, le système éducationnel est au top. Donc, la sécurité, c'est top. C'est propre. Ouais. Tu vois, c'est une belle ville. Je trouve que c'est une belle ville. Donc ça, c'est ce que j'aime bien. Après, je pense qu'il y a 2-3 trucs à améliorer comme partout. Mais de manière générale, c'est vrai que j'ai réfléchi depuis ces 3 dernières années où partir. Et à chaque fois, je me dis, j'ai une belle base ici à Genève. Donc ça reste une belle ville, ça reste ma ville de cœur. Et ça va pas changer, je pense pas non plus. Bah, ça me va très bien, moi. Et toi, alors? C'est d'accord. Donc, c'est quoi Qu'est-ce que t'aimes ici dans cette ville? Ce que j'aime, honnêtement, c'est la proximité. Le fait qu'on puisse être les uns proches des autres et on ait cette connexion facile. Après, bah, ça, malheureusement, des fois, ça marche pas avec l'ouverture d'esprit, justement. Et malgré qu'on soit proche, bah, on est très éloigné. Et moi, c'est un truc que j'ai fait toute ma vie. Essayer de rencontrer des gens, d'échanger, voir s'il y avait un feeling. Et moi, j'ouvre toujours mes portes en mode tu veux qu'on fasse un truc ensemble? Let's go. Et si après tu me la mets à l'envers, bah c'est pas grave. Ok. Tu me mérites pas, donc je continue. Puis je trouverai quelqu'un à un moment ou à un autre qui me donnera, on va dire, la valeur que je mérite. Mais c'est pour moi le truc le plus cool. Après, si je parle artistiquement ou même businessment parlant, ce serait ça. La proximité, c'est important, c'est vrai. J'ai pas pensé au sein de la ville et où on est situé dans l'Europe aussi, tu vois. Tu vois, t'es un sportif et les sportifs, bah forcément, le sport va de pair avec l'alimentation. Et je me demandais justement si, vu que c'est lié en quelque sorte avec l'écologie, le fait qu'on consomme des aliments, est-ce que toi, d'une manière ou d'une autre, ce que tu vas consommer, ça te sensibilise en fait à l'impact que tu peux avoir sur la planète? Alors oui, dans le sens où j'essaie de ne rien exagérer, ça c'est sûr.
Je déteste jeter de la nourriture. Ça, c'est inconcevable pour moi. Ça peut arriver, hein, comme dans tous les foyers, j'imagine. Mais c'est un truc que je supporte pas. Parce que je pense fondamentalement que le plus grand problème aujourd'hui, c'est la surconsommation. C'est pas ce qu'on consomme en soi, mais la surconsommation. Et je pense qu'aujourd'hui, on voit souvent le problème à l'envers. Et donc, de ce point de vue-là, j'essaie de ne pas surconsommer. Après, j'en fais pas plus que ça, à part trier, bien entendu. Basique. Mon alimentation est basique et simple, efficace, sans exagération. Je dirais ça comme ça. Tu dis que tu fais pas grand-chose, mais je trouve que déjà de trier, c'est énorme. Parce que même si aujourd'hui, c'est un peu dans comment dire ça, le conscient collectif, il y en a encore plein qui ne le font pas. Ou même, tu vas juste à côté, à Lausanne, c'est taxé. Le fait d'avoir des sacs poubelles pour telle ou telle chose, je me dis, bon, c'est un truc de dingue quand même. Nous, à Genève, on a cette chance qu'on a carrément des endroits où il y a tout qui est split, et on peut tout mettre. Et après, sur un autre truc sur lequel je te rejoins, moi, du coup, moi, ça fait 4 ans et demi que je suis végétarien, et j'essaie pas de convaincre les gens de le devenir. J'essaye quand même de pousser un peu les gens en disant, hey, on peut essayer. Parce que moi, le premier truc qu'on vient vers moi, c'est, les protéines, tu fais comment? Arrête. Les protéines, c'est le truc plus facile à retrouver. La B12, ça, c'est compliqué. C'est dans la viande et il y en a besoin. Donc ça, c'est des compléments. Mais il y a plein de sportifs aujourd'hui que tu peux voir qui sont véganes. Bien sûr, tu peux être vegan et c'est incroyable. Et je trouve ça trop cool qu'il y en a qui le fassent, soit par conviction, soit par santé. Moi, c'est pour les deux. J'ai dû réapprendre tout, parce que j'avoue que ma connaissance sur l'alimentation sportive végane, j'étais paumé, quoi. Ouais, c'est une science, hein, c'est vrai. J'ai tout réappris. C'est une belle science, d'ailleurs. Vraiment, c'est hyper cool, parce que j'apprends encore aujourd'hui, hein, sans cesse. Et l'autre truc que tu as dit qui est très intéressant, c'est, je pense, c'est pas ce qu'on mange le problème, mais c'est juste l'équilibre. Et en fait, c'est ça. C'est qu'il y a tellement de choses qu'on jette, il y a tellement de gaspillage, il y a tellement de surexploitation, que ce soit animalière ou d'autres trucs enfin, la forêt amazonienne qu'on est en train de raser. On peut pas enlever non plus la faute. On peut pas mettre la faute que sur ceux qui élèvent du bétail, parce qu'on fait pareil pour le soja, tu vois. Donc au final, ça se rejoint. Même si le bétail consomme beaucoup plus, enfin c'est plus désastreux. C'est de nouveau, je te rejoins, c'est l'équilibre. Et ça, c'est un truc les gens, ils ont pas encore capté, quoi. Ah non, je trouve que c'est grave, ouais, ce phénomène de surconsommation. Un truc qui m'insupporte aussi, c'est les fruits dans les barquettes en plastique, tu vois. Les fruits ont déjà, tu vois, ils ont déjà leur, comment dire ça, container, l'emballage naturel. Il suffit de couper le fruit mais ouais, je pense qu'on exagère un peu et on en perd sûrement le prix, tu vois. C'est clair. D'après toi, c'est quoi le secret d'une perte de poids? Il n'y a pas de secret. La perte de poids, il faut créer un déficit calorique. Et c'est tout. Tous les régimes sont basés sur le même principe. C'est là où j'en reviens à ce que je disais auparavant. Comprendre les choses en surface versus comprendre les choses fondamentalement. Comprendre les choses en surface, tu es attaché à une méthode bien spécifique, à un régime bien spécifique, mais tous les régimes fonctionnent. Pourquoi? Parce que tous sont basés sur le même principe fondamental, qui est de créer un déficit calorique, c'est-à-dire de dépenser plus que ce qu'on consomme, ou de consommer moins que ce qu'on dépense. C'est aussi simple que ça. Il y a une blague d'un de mes potes, shout-out à mon gars David, il dit: je fais la diète kiwi en ce moment. Ça c'est la diète kiwi? Je mange tout sauf du kiwi. Tu vois, c'est une blague pour dire, tu vois, tu peux créer n'importe quelle diète en fait. Tu vois, et ça c'est véridique. Et encore une fois, il y a un dicton que j'utilise tout le temps, qui est, je pense, mon dicton préféré, c'est la compréhension précède l'exécution. Et quand tu comprends fondamentalement les choses, tu sais comment l'exécuter. Et t'es pas marié à une diète en particulier, tu vois. T'es pas marié à un style alimentaire. Tu peux t'alimenter comme tu veux, ou selon tes principes, selon ce qui te paraît être le plus éthique, comme toi, par exemple, comme tu viens de le mentionner. Tant que tu te tiens au principe fondamental, tu vas réussir, peu importe la méthode que tu utilises. Ouais, bah moi ça c'est cool, parce que je me rappelle que quand j'avais pris connaissance de ça, ou quand je l'avais intégré et compris, toi t'en parlais déjà. Et
je t'avais envoyé en plus une vidéo il y a quelques années maintenant. Ça je fait me rappelle. un petit bail. Et j'étais là, putain, mais waouh, enfin, quelqu'un qui en parle, tu vois. Et j'adorais ce côté en mode toute transparence. Et, hey, y a pas de bullshit. D'ailleurs, team bullshit, c'est ce que Team t'as no créé. bullshit. Et j'étais là, mais incroyable. C'est cool que quelqu'un qui a une visibilité, il le dit de manière crue, claire et nette, tu vois. Ouais. Et il y a pas de ah mais attention, faut faire ci ou Weight Watcher ou machin ou non, c'est hey, tu manges ce que tu veux, mais tu fais gaffe aux calories, tu regardes ce que tu consommes, etc. Et quand j'ai vu ça, j'étais là, ouais, mais c'est bon, c'est un bon gars, ça. J'ai apprécié, frérot, merci. Non, c'était cool, c'était Mais cool. je dis ça depuis très longtemps. Hein. Je dis ça depuis... La dernière fois, il y a un gars qui avait reposté ça sur un de mes statuts Facebook de genre 2016, 2015, 2016, Ouais, tu vois. ouais. Et je disais déjà ça, parce que j'avais compris le truc, tu vois. Et là, tu vois sur les réseaux beaucoup de gens qui surfent sur ce truc et qui le disent. Je suis content, mais à l'époque, encore une fois, les gens me disent « T'es un ouf de dire ça, tu vois. Comment tu dis ça? Moi, j'ai la diète keto, moi, j'ai la diète ça, j'ai la diète ça. » On revient sur l'ordre établi, se Exactement. remettre en question. Exact. C'est ça. Je vais te reparler d'un truc aussi que j'avais vu il y a quelques temps, ça m'avait touché. Parce que t'as une image très forte, t'as une image très dure aussi sur les réseaux, et t'avais fait une vidéo face cam où t'étais en train de dire que t'en avais marre, que t'avais plus le temps, tu faisais plus les choses qui t'animaient et que tu perdais en fait cette flamme et que t'étais à deux doigts de tout arrêter ou d'arrêter une partie en tout cas de ton activité. Ouais. Ça, tu l'as vécu comment? Le moment était très difficile pour moi parce que j'étais débordé de travail, de responsabilité, d'un point de vue professionnel et personnel. Et j'étais arrivé à un stade où je comprenais enfin ce que les gens disaient par le burn-out, etc. Alors que moi, j'ai cette fierté de dire que je travaille plus dur que quasi tout le monde que j'ai pu connaître. Tu vois. Bien entendu, il y a des gens qui travaillent plus dur que moi parce que je les ai vus et je sais qui c'est. Mais de manière générale, je suis assez confiant à dire que je suis une des personnes qui travaille le plus dur. Et là, j'arrive à un stade où j'arrive pas à tout faire. Tu vois. Et mon corps me lâche, mon esprit me lâche, je suis extrêmement fatigué et j'ai plus la hargne du hustler que j'avais. Et c'est vrai que j'ai cette image de quelqu'un de dur et je pensais être quelqu'un de dur, mais avec beaucoup d'amour aussi. Souvent ce que j'appelle le tough love, l'amour dur, c'est-à-dire que je vais dire les choses, tu vois, c'est par amour, mais Ouais. je te le dis d'une façon où tu vas dire, ah, il est dur avec moi, Ouais. mais ça, c'est la vraie forme d'amour, selon moi, tu vois. C'est pas quelqu'un qui bienveillant. vient c'est bienveillant, ouais, c'est que de la bienveillance. C'est pas quelqu'un qui vient te caresser dans le sens du poil et, ouais, t'inquiète, non, je suis ton pote qui va dire, mon gars, t'es en train de déconner, là, tu vois. Et ça, pour moi, les vrais potes devraient avoir ce rôle-là. C'est un peu comme si tu avais une relation familiale, parce que si tu veux, la famille, c'est souvent ça. C'est ça, On ouais. nous aime, mais déconne pas. C'est On ça, te dit ouais. les choses dures, mais tu sais que c'est que du love. Ouais. Et pour revenir sur la vidéo, c'est marrant parce que j'ai reçu tellement de messages de gens qui me disaient merci. Moi, je suis là, pourquoi tu me dis merci? C'était la dernière chose à laquelle je m'attendais, en fait. Tu vois, les gens qui me disent merci, en fait, parce qu'il y a tellement de gens qui sont dans cette position, mais qui n'osent pas le dire. Et c'est vrai que c'est un truc où on nous a pas enseigné à montrer notre côté vulnérable, ou de dire que c'était OK. Principalement, même les hommes, j'ai envie de te dire. Les hommes, c'est encore plus rare de se dire, hey, là, je passe par une phase où je suis vulnérable, c'est difficile, je suis pas au top de ma forme. Tu sais quoi, c'est OK. Par contre, ce que je dis, c'est, je vais prendre les choses en main. Il y a personne qui va m'aider, il y a pas le temps qui va m'aider. Maintenant, je dois faire un truc. Je suis à un stade où je suis débordé. Maintenant, j'ai le pouvoir de changer ces choses-là. Et ça, je pense que c'est le message, en fait, qui devrait être extrapolé de cette vidéo. De dire, ah, OK, là, t'arrives plus. OK, maintenant, tu dois faire quoi? Parce que tu peux rester à rien faire et te lamenter sur ton sort et dire, vas-y, je suis en dépression. Mais tu fais quoi pour changer ça? C'est ça. Mais ça rejoint justement ce que j'allais te demander, c'est que surtout pour des gens comme nous qui ont grandi un peu. Alors moi, ça va, j'ai eu une enfance plutôt facile, mais on va dire l'éducation était plutôt dure. Mhm. Et moi, je viens d'une famille où se dire je t'aime, ça n'existe pas. On sait qu'on s'aime, mais on se le dit pas. Ouais. Et c'est vrai que montrer ses faiblesses, c'est quand même une preuve de courage. Et c'est dur aussi. Ouais. Donc sûr. c'est vrai que quand j'ai vu ça, j'étais là en mode putain, ok. Donc on est vraiment tous des êtres humains au Ouais. final, tu vois.
être hyper dur, un mental de malade. Il y a bien un moment Bien où sûr, tu peux être fatigué par la vie ou par clairement. les conditions dans lesquelles tu es et tu dois vivre avec. Donc, mais j'ai trouvé ça fort. Moi, il me semble que je t'avais en plus envoyé un message en disant ouais mec, force à toi, je sais ce que c'est. Merci. Et, Et ça m'avait touché. Ouais. ça aussi, il y a une certaine responsabilité, c'est-à-dire que tous à notre échelle, je dis tout le temps, tous, ça n'a rien à voir avec le following, parce que j'ai pas un following énorme non plus, mais je sais que ça peut aider quelqu'un, tu vois. Et ça a aidé des gens, parce que les gens se sont sentis bien après avoir visionné cette vidéo. Tu vois, je me dis, ah, ok, au moins moi j'ai fait mon taf, tu vois. Et ça, tout le monde doit le faire à son échelle. C'est vrai. Parce que tu sais jamais qui tu vas inspirer. Inspirer ou aider d'une manière ou d'une autre. Donc ouais, hein, c'est vrai. Je me demandais par rapport à ce que tu as vécu, du coup, ce entre guillemets burn-out, comment tu as fait pour t'en sortir? Alors, j'ai essayé de reprendre les choses en main du mieux que je pouvais. J'ai essayé d'établir ce qui me prenait le plus de temps, le plus d'énergie, quelles étaient mes priorités. Et à partir de là, j'ai fait une sélection de ce qui devait rester, ce qui devait sortir. Ou un truc ce qui a le plus changé, je pense que ça a été le fait d'accorder moins d'importance à certaines choses, peut-être, tu vois. Parce que parfois, c'est un jugement que toi, tu te poses sur toi-même. Et tu dis, ah, je dois absolument faire ci, ça. Et donc, en fait, une pression que tu t'auto-imposes. Et quand tu t'enlèves cette auto-pression, ça change pas mal de choses déjà. Donc, je pense que ça a été le truc principal pour moi, prioriser et enlever certaines auto-pressions que je m'étais imposées. Ah, t'as réussi en fait à te poser et te dire, ok, maintenant, qu'est-ce que je fais pour sortir de là? Et de nouveau, ça revient avec ce mental de guerrier, se dire, ouais, là, je suis dos au mur. Faut trouver une solution, on va pas rester là-dedans. J'ai des responsabilités. Je pense qu'il y a aussi cette pression du fait que, ah bah, il y a la famille derrière. Il faut que tout roule et tout. Et t'as réussi à te conditionner et te dire, bon, maman, je vais sortir de là. En coupant certaines choses. C'est ça. Bah, ça, putain, faut une force, hein. Ouais, bah après, t'as pas le choix. Enfin, tu vois, comme je t'ai dit, moi, je suis soft, moi. Si je me compare à ma mère, à tes parents, moi, je suis soft. Moi, j'ai jamais vu ma mère faire une vidéo sur YouTube. Ouais. Ma mère, ça fait, depuis tout le temps, elle travaille, elle a vécu des trucs de ouf. J'ai même pas le droit de me plaindre, en vrai, tu vois. Bien entendu, les gens vont dire, c'est légitime de se plaindre, mais, et ça l'est. Mais, quand tu te compares, après, tu dis, ah. Ouais, c'est ta manière de relativiser, relativiser la douleur et de te dire, bah, au final, c'est pas si grave, quoi. Ouais, il y en a, ils ont vécu pire, quoi. C'est ça. Ouais, c'est une forme d'évolution, c'est cool, hein. Je me demandais, tu penses que si, du coup, quand t'es dans cette espèce de down, si t'abandonnes et tu te laisses couler, t'es responsable de ça? 100%, t'es responsable de toi-même. Pour moi, c'est même pas une option, c'est jamais un truc que je vais considérer. Sauf si j'ai un malheur très grave qui arrive dans ma vie et que, voilà, là, je peux pas m'exprimer dessus, bien entendu. Mais t'es responsable de ta propre personne et des personnes dépendent de toi. Donc, pour moi, en tant qu'homme, là, je parle en tant qu'homme masculin parce que je peux pas m'exprimer pour la gente féminine. Mais pour moi, c'est la valeur la plus importante qu'on ait, tu vois. C'est d'être responsable. Moi, en tout cas, comment on dit ça en français? J'ai des anglicismes à chaque fois, tu sais, je embrace, tu sais, j'accueille ce sentiment de responsabilité. Et moi, ça me rend, en tout cas, c'est mon côté masculin, tu vois, que j'apprécie. C'est le côté masculin positif, si tu veux, tu vois, où je me dis, hey, moi, le rôle d'un homme, comme je le vois, c'est comme ça. C'est un père de famille qui prend soin de sa famille, de sa femme, de ses enfants, de sa mère, tu vois, et qui influence positivement son entourage, ses amis, les gens qui l'inspirent. Pour moi, c'est ça, tu vois. Okay. Et pour moi, quand tu as ce sentiment de responsabilité, tu le vois comme une des valeurs les plus importantes que tu as placées dans ta hiérarchie de valeurs, pour moi, c'est ça être un homme, tu vois. Okay. C'est ça. Et je pense qu'on le met pas assez en avant, pour être honnête avec toi, tu vois. Mais je me demande, je trouve ça hyper fort et inspirant, mais est-ce que si c'est pas inné, ça peut pas être trop dur à porter de se dire tout le temps, ouais, je dois être au top, parce qu'au final, comment tu le décris, c'est quelque chose que je connais, mais est-ce que si c'est pas dans ton ADN, à force de vouloir jouer ce rôle-là,
ça doit être dur, tu vois. Parce que quelqu'un qui serait pas prêt à être ce genre de personne, c'est quand même beaucoup de pression, même si toi, tu l'as dans ton ADN. Parce que il y a des fois où tu te dis, ah, j'en ai marre, quoi. Non, mais je te dis pas d'être au top tout le temps. Parce qu'on peut pas être au top tout le temps par définition. Mais tu peux tout le temps chercher À être meilleur. à vouloir être meilleur. Et ça, il y a une différence fondamentale là-dedans aussi, tu vois. Tu sais que tu vas pas être au top, mais tu sais que tu aspires toujours à être au top. Et ce qui compte, c'est de l'être sur le long terme. Et ne pas être au top, c'est par définition quelque chose qui devrait être Donc là, on est plus sur le court terme, tu vois. On est plus sur un but, et même si des fois il y a des bas, des hauts, il faut toujours s'accrocher à où on veut aller. C'est ça. Le processus, c'est d'être au top. Le processus, c'est ce qui est le plus important. C'est pas la finalité. Ouais. Tu vois. Si t'es au top, au final, tu vois, c'est très bien. Ouais. Mais ce qui compte, c'est durant le processus que t'aies cet état d'esprit de dire, OK, moi, mon but, c'est d'être la meilleure version de moi-même sur tous les différents aspects que tu peux citer. Wow. Et on joue pas de rôle au final, tu vois. Non, c'est ça. Parce que quand tu comprends un truc, tu joues pas un rôle. Ouais, quand tu l'as vraiment assimilé. Voilà. Ouais. C'est ça. Donc, il y a pas de rôle à jouer. Parce que si quelqu'un, des gens qui pourraient nous regarder et qui seraient peut-être en train de passer une mauvaise passe, comme tu as pu le vivre, est-ce que tu aurais un message ou juste un conseil simple que tu pourrais lui donner? Moi, je dirais à cette personne, j'en reviens à mon dicton, la compréhension précède l'exécution. Et je pense qu'il va falloir déterminer, il va falloir chercher à comprendre pourquoi tu es dans cette position. Et parfois, avant de déterminer pourquoi tu es dans cette position, il va falloir se comprendre soi-même. Moi, j'ai passé beaucoup de temps à essayer de me comprendre moi-même, tu vois, à m'analyser exactement. Ok, je dois travailler sur ça, je dois éliminer ça, je dois améliorer ça, je dois diminuer ça, etc. Et quand tu te comprends toi-même, ensuite tu passes à la prochaine étape. Ok, je dois comprendre qu'est-ce qui pose problème ici. Je dois comprendre qu'est-ce qui pose... Et ça va se faire à différentes échelles. Qu'est-ce qui pose problème dans ma routine? Qu'est-ce qui pose problème dans ma relation avec mes amis? Qu'est-ce qui pose problème dans ma relation avec ma santé, mon bien-être? Qu'est-ce qui pose problème dans ma relation que j'ai avec mes finances? Tu vois ce que je veux dire? Dans une vraie introspection. C'est ça. Et ça se fait sur différents aspects. Tu te poses et tu dis, OK. Ah, OK, là, j'ai compris. Tu vois? Ça, c'est le meilleur résultat du monde, quand tu as compris. C'est pour ça que j'en reviens toujours à ce dicton, tu vois, la compréhension précède l'exécution. Et les gens aujourd'hui sont graves dans la motivation. Mais je dis tout le temps, la motivation, c'est éphémère, ça va, ça vient, tu vois. La compréhension, c'est là, c'est ancré, c'est pour toujours. Une fois que tu as compris un truc, c'est là, tu vois. Et ça, franchement, c'est important de le comprendre cette différence. Ok, donc chercher en nous la réponse, localiser le problème et régler le truc. C'est ça, comprendre. Se laisser abattre, bah, de toute façon, il n'y a qu'une seule issue, c'est-à-dire tu vas perdre, c'est un combat que tu vas perdre, tu vois. Et être motivé, ça va pas durer. Et être motivé même, c'est dangereux. J'ai toujours la motivation sans information, c'est dangereux. Ouais. La motivation sans compréhension, c'est de la destruction. Et c'est ce que tu remarques souvent, les gens qui je suis motivé d'un coup, bah, je vais à la salle de sport, mais je sais pas ce que je fais, je me fais mal. Je suis motivé, on va parler d'un investissement, un truc, je mets tout là-dedans, j'ai tout perdu, tu vois. Parce que tu pensais que ça va changer ta vie, mais tu vois ce que je veux dire? Je vois tout à fait. Là, citez-moi. La motivation sans la compréhension, c'est de la destruction. Est-ce que la science est la vérité absolue? Non. La science n'est pas la vérité absolue. La science est une source d'évidence qui nous donne des informations, tu vois. Et il y a différentes sources d'évidence. Et pour moi, toutes ces sources d'évidence doivent être placées au même niveau pour pouvoir extrapoler les différents points communs qu'on va retrouver dans ces différentes sources d'évidence. Et ensuite, tu vas créer ta vérité à toi. La vérité, ça veut rien dire. La vérité, c'est abstrait. Tu vois? Ta vérité n'est pas forcément la même que ma vérité. Alors, il y a des vérités si tu te bases sur des principes de physique, sur lesquels on est tous d'accord. Mais après, ça peut être beaucoup plus complexe que ça, tu vois. Et il y a tellement de paramètres et de variables à prendre en considération que tu peux pas te baser uniquement sur une source d'évidence. C'est un peu comme tes sens, tu vois. Tes sens, t'as l'odorat, la vue, le toucher, le goût. Et plus tu combines ces différents sens, plus tu te rapproches de la vérité, tu vois. Mais si tu enlèves un de ces sens, tu crois voir quelque chose. Tu as déjà été dans une pièce dans le noir quand tu es petit et tu vois un truc, tu te dis, ah, putain, c'est un monstre, tu vois.
En fait, c'est juste un manteau. Mais pour que tu saches que c'est un manteau qui est posé, tu dois aller et tu dois faire quoi? Tu dois toucher. Donc, tu as combiné deux sens. Et tu dis, ah, ok, là, je me rapproche de la vérité. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, je vois ça comme ça, en fait. C'est comme tes sens. Et si tu arrives à les combiner, ben, tu vas te rapprocher de ce qui est la vérité, en tout cas, selon ta perspective des choses. Je trouve ça fort parce que c'est vrai que je rejoins ce côté. Alors, la science, c'est effectivement, comme tu as dit, comment dire, pas une vérité absolue, mais plutôt un résultat de quelque chose qui peut nous expliquer, ah voilà, c'est comme ça, mais en aucun cas, ça va être une vérité absolue pour tout le monde. Non. Et même de percevoir la vie à travers nos prismes, donc que ce soit notre sensibilité, notre vécu, on va par exemple avoir quelqu'un, tu vois. T'as un avis sur quelqu'un. Moi, j'aime pas cette personne. Et je dis non, cette personne, c'est une mauvaise personne. Et toi, tu vas dire non, moi, il est trop cool avec moi. Ouais. Mais qui a raison? C'est ça. C'est deux vérités. Qui a la vérité? C'est Voilà, ça. c'est ça. Et en fait, au final, tu peux pas savoir. Et ni lui, ni toi a la vérité, parce qu'au final, la vérité appartient à tout le monde. C'est ça. Après, il y a des choses, comme tu as dit, sur lesquelles on doit se mettre d'accord. C'est vrai que si tu tombes du 4e étage, tu te casses une jambe. Si quelqu'un te dit non, bah saute et tu verras. Mais c'est vrai qu'il y a des choses sur lesquelles bah, on est tous d'accord parce que c'est des évidences et il n'y a même pas besoin de vraiment le quantifier pour... Et encore, on n'est pas tous d'accord. Il y en a qui croient que la Terre est plate. Et ils ont des arguments scientifiques, entre guillemets, pour te dire que la Terre est plate. Tu vois? Non, il me semble que c'est Thomas Pesquet, pardon, qui a dit que la Terre, effectivement, n'est pas toute ronde. Elle n'est pas toute ronde. Elle a un léger... mais elle n'est pas plate. Ça, c'est sûr, elle n'est pas plate. Qu'est-ce qui, selon toi, fait la diff? Travailler dur. Travailler dur. Pour moi, il n'y a pas de secret. Pour moi, je le dis à chaque fois, je crois qu'on m'a posé la question dans genre 30 podcasts. Ouais. Et j'ai toujours la même chose. Pour moi, c'est travailler dur. J'ai de la chance dans le métier que j'exerce et la clientèle avec qui j'ai toujours travaillé, c'est que je travaille que avec des top performeurs. Et franchement, tous ils travaillent plus dur les uns que les autres. Et même des fois, je me retrouve dans une situation et je me dis, mais pourquoi tu as besoin de travailler aussi dur? T'as déjà tout, en fait. Et c'est en eux et c'est quelque chose qui les alimente, tu vois. Et s'ils ont aujourd'hui ce qu'ils ont, c'est parce qu'ils ont travaillé plus dur que les autres. Et ma vision de la vie aujourd'hui, c'est ça, tu vois. Aujourd'hui, surtout dans un monde où tout le monde veut être égaux, etc. Et oui, on doit être égaux, mais l'égalité, c'est pas l'égalité des résultats, c'est l'égalité des opportunités. On doit tous être égaux au niveau des opportunités. Mais ce qui va faire la différence vraiment sur les résultats, c'est celui qui a travaillé plus dur que l'autre, tu vois. Et travailler dur, c'est le seul truc qu'il faut garder en tête, selon moi. C'est ça qui fait la diff. Incroyable. J'ai adoré cette réponse. Merci en tout cas. Merci à toi, mon Puis gars. maintenant, quand Eduardo sera prêt, on va déguster un super plat vegan qu'il a concocté spécialement en ton honneur. Ok. Et il s'est inspiré un peu de tes origines. Trop bien. J'ai entendu parler beaucoup de Eduardo et de ses saveurs culinaires, donc j'ai hâte de ça va être incroyable. goûter tout ça. Alors, messieurs, bonsoir. 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 Comment ça va aujourd'hui? Eh ben, écoute, au top. Hein. Dès que t'es là, Ouais, ça va bien. Vous Alors, prends une chaise. Ouais, je vais prendre une chaise. Hop, voilà pour nous. Oh ça là sera là. les petits cocktails pour accompagner le plat. On va tourner autour de l'ananas aujourd'hui. Ok. Ok. Je sais que t'es d'origine, il faut savoir, j'ai fait moi quelqu'un qui est d'origine brésilienne. Exact. Ok, on va partir sur des plats sud-américains, brésiliens, sur un plat sud-américain et brésilien et Ok. dessert aussi. Ok. Parfait, je suis excité. Arrive. Gars, regardez ça. Waouh. Et voilà, tourne. Waouh, Alors, waouh, waouh. quand je t'ai dit qu'on allait tourner autour de l'ananas, c'est que j'ai pris un ananas entier et je l'ai travaillé de A à Z. Oh là là. Alors aujourd'hui, ça sera Brésil. Brésil, on travaille beaucoup le poisson, beaucoup la viande, le porc, etc. et le poulet. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré un plat qui s'appelle la moqueca. Ah ouais, Tu connais de Baya, ouais, bien sûr. Voilà, Hein. la moqueca qui est à base de poisson normalement. Le poisson aujourd'hui sera remplacé par du tofu que j'aurais fait un peu doré avec un peu de soja, huile d'olive, thym, persil et coriandre. Ok. Citronné pour lui rappeler ce goût de poisson avec une sauce noix de coco, gingembre et beaucoup d'amour parce que c'est important. Ouais. Poivron, piment, carottes. Normalement, il y a des pommes de terre, mais je trouvais que la pomme de terre c'était un peu costaud, tu vois. Donc j'ai pris plus de petits légumes
coupé finement et cuit allez, 1 heure à peu près. Donc je vous laisse déguster tout ça. Ça a l'air Et magnifique. je repasse dans le dessert. Oh là là là. Merci. C'est les gars, n'oubliez pas. Oh là là là. Putain, et franchement, toujours de la magie, quoi. La présentation et tout. Est-ce qu'on voit à la caméra assez bien que cette magie-là, parce que c'est extraordinaire ce qu'il vient de nous faire ici. Fou. La demi-ananas coupé comme ça, là. Oh là là. Oh là là. Incroyable, je dois Instagram ça. Hein, on dit bon appétit en français, mon gars. Respect, chef, hein, c'est très très bon. Très très bon. L'huile de coco, tout ça, ça rappelle vraiment les saveurs de la moqueca, vraiment. Super bon. Oh, le riz en dessous, là. Voilà, notre coco qui vient adoucir ça, là. C'est très très bon. On sent le tofu travaillé aussi, tu vois. Ouais, franchement, c'est très savoureux. Ah ouais? Franchement, c'est très bon. Non, mais c'est grave, c'est bon. Nous, même avec ma chef, j'ai une chef aussi avec qui je travaillais. Et justement, on inclut une fois dans la semaine repas vegan pour tous mes clients chez qui livre aussi, tu vois. Parce que déjà, ça amène d'autres saveurs. Il y a cette conscience aussi d'essayer de nouvelles choses, tu vois. Et d'être introduit à cette cuisine vegan aussi qui est très bonne. Ça tue, hein. Hein? Ah ouais? Non, mais il n'y a pas d'ananas hein, dedans. C'est le plateau. Moi, j'aime tout. Donc, si vous aimez pas, passez-vous plat, les mecs, là, parce que... Mais moi, je crois que je dois revenir demain, tu vois, pour remanger, pour te dire ce qui était mieux. Voilà, exact. Eh, mais les saveurs. Les derniers bouts de riz, mélangés avec la saveur de l'ananas, c'est extraordinaire. Ah, c'est pour ça qu'il y a ce petit goût juteux un peu, ça qui sort, ouais. Ouais. Ah, c'est le rhum aussi qui donne ce goût caramélisé un peu, non? Ah, je dis toujours, dans toutes les sciences, ce sont les petits détails qui font les grandes différences. Ah ouais. Ouais. Totalement vrai. Pour le dessert, ça va être quelque chose de très rustique. On va partir sur un gâteau de noix. Je sais qu'au Brésil, vous faites vachement ça, le gâteau de noix. Là, j'ai fait un gâteau de noix, mais j'ai mélangé la noix européenne classique avec la noix de pécan. La noix européenne est dans le gâteau, la noix de pécan est caramélisée. Et j'ai fait un caramel avec de la crème d'amande, un peu de sel, tu vois, un peu un caramel beurre salé, mais sans le beurre. Oh, t'as assuré. Merci. Je ramène des cuillères. Et voilà, il est pas très beau, mais normalement, il doit être super. Il est top. Regardez, les gars, la caméra, c'est Moi, pour voir peu ça. importe, ça me donne envie. Hein. C'est très goûteux. Oh là là, le caramel. C'est trop bon. C'est trop bon. Et je suis surpris parce que moi, je suis pas très caramel en vrai. Et franchement, je suis bluffé là. Oh, T'es un ange de la cuisine. Bah du coup, voilà, on va finir nos desserts. C'est la fin de l'émission La Diff. Et merci encore à Kev d'avoir accepté l'invitation. Et j'espère qu'il se régale. Et donc voilà. Et merci Eduardo pour... Merci. Putain, Sur Instagram, comme d'habitude, si vous c'est ça. avez des recettes véganes, etc. Ça, il y aura posez des tout, questions en DM, et je suis là pour répondre à toutes vos questions, etc. Merci beaucoup, Eduardo. C'est très très bon. Merci, la diff. Il y aura tout en description, comme d'habitude. Donc merci à tous. Ciao, ciao.